Et en même temps, on peut pas recevoir un regard qui est aimant, parce qu'on a tellement honte de nous. Donc on évite le regard des autres. Parce qu'on n'est pas en capacité de recevoir de l'amour, et je parle de l'amour au sens très large, hein. Même un geste bienveillant, un compliment sincère, tout ça, ça vient activer la honte à l'intérieur de nous, et ça a du sens, puisque au plus profond de nous, on a la croyance qu'on est une pomme pourrie. Qui pourrait aimer une personne comme moi, qui est pourrie de l'intérieur? Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, je suis ravie de te retrouver et on continue notre série sur les conséquences du trauma avec la conséquence avec un grand C. S'il n'y en avait qu'une peut-être, ce serait elle, la honte toxique. Et donc ce sera un épisode en 2 parties parce qu'on va y aller doucement sur ce sujet. Et ici on est dans la première partie sur la honte toxique. Pourquoi j'en parle beaucoup de la honte toxique ? On se souvient qu'il y a 3 grands types de traumas, le trauma de choc, le trauma développemental et le stress chronique. Et la honte, c'est une conséquence qui est commune au moins à 2 sur les 3, le trauma de choc et le trauma développemental. Et j'avancerai même aux 3 types de traumas, aussi au stress chronique. Je m'explique. La honte comme conséquence du trauma développemental, elle est assez évidente et c'est ce dont on va parler le plus en fait. Il s'agit de toutes les identifications fausses et basées sur la honte qu'un enfant développe en réponse à un environnement qui n'est pas adapté, qui est chaotique, voire qui est dangereux et à des figures d'attachement défaillantes, voire abusives. La honte, c'est aussi une conséquence du trauma de choc, un événement qui est trop pour nous et qui nous envoie dans le figement. C'est une réponse de survie, ça le figement, qui peut générer beaucoup de honte. On se dit pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi j'ai pas bougé, etc. Ou si y a eu un choc et qu'on n'a pas eu de soutien, qu'on nous a blâmé par exemple. Ça c'est ce qui m'est arrivé, j'ai eu un accident de voiture, le seul que j'ai eu, qui a eu lieu il y a 4-5 ans. Et j'ai mis énormément de temps, vraiment j'ai mis des années à pouvoir l'amener en séance de somatic experiencing juste parce que j'avais tellement honte d'en parler, de cet accident. Alors qu'on peut se dire, c'est un accident. Mais quand j'ai eu l'accident, c'était la voiture de ma mère. Et donc je l'ai appelée pour savoir, pour les papiers de l'assurance et tout ça. Et elle a eu tellement peur au téléphone que ses premiers mots, ça a été des réprimandes. Elle m'a crié dessus au téléphone. Moi, j'étais complètement sous le choc. Et quand on a refait le déroulé de l'événement avec ma thérapeute en somatic experiencing, et qu'on est arrivé là à ce moment-là, elle m'a dit tout de suite « Ah voilà !» Parce que je lui ai dit j'arrivais pas à amener cet accident, là maintenant je me sens prête. Et elle m'a tout de suite dit voilà c'est ça, et elle m'a expliqué que souvent il y a de la honte quand il y a quelqu'un qui n'a pas réagi de la bonne façon durant l'événement. Et je vais jusqu'à dire, 3e point, que la honte, ça peut aussi être une conséquence du stress chronique quand on se retrouve broyé par des deadlines, par une masse de travail, par une masse de tout, en fait, de façon générale. Tout particulièrement les femmes, à qui on demande d'être absolument partout et qui peuvent avoir honte, vraiment ressentir de la honte, de ne pas réussir à satisfaire des exigences modernes qui sont complètement hors de proportion. Dans le podcast, j'avais déjà fait 2 épisodes sur la honte, les épisodes 39 et 66. Ces 2 épisodes, ils commençaient tous les 2 par la différence entre honte toxique et honte saine. Et c'est important de différencier les 2. Pourquoi ? Parce que toutes les émotions, elles ont une fonction, et la honte, elle a une fonction aussi. La honte, elle nous permet quoi ? Elle nous permet de ressentir profondément, c'est-à-dire dans le corps, ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Et donc, si on sait ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, elle nous permet de vivre en harmonie au sein de notre tribu, si on fait un petit saut de quelques millénaires dans le temps. Je sais que ce comportement n'est pas ok parce que je ressens de la honte. Donc, je peux l'intégrer et ne plus recommencer. Ça, c'est la honte saine. Et il y a une neutralité là-dedans. Le message de l'émotion, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Je le ressens et j'ajuste mon comportement. Le message de la honte saine, c'est pas
tu t'es comporté comme ça, donc t'es une mauvaise personne. Il n'y a pas de t'es une mauvaise personne. Ça, c'est ce qui se passe avec la honte toxique. Et c'est toute la différence. Et dans cet épisode, on va parler spécifiquement de la honte toxique. Je vais vous rapporter le travail de John Bradshaw sur la honte, notamment. John Bradshaw, c'est un psy qui, dans les années 80, parlait déjà de la honte et de façon vraiment très ouverte. Je trouve qu'il était très en avance sur son temps. Et voilà, Peter Levine, Gabor Maté, on peut retrouver énormément de ce qu'ils disent déjà dans ce que disait John Bradshaw. John Bradshaw, il appelle la honte toxique la honte internalisée. Et en contraste de la honte internalisée, il y a donc la honte saine. John Bradshaw, il nous dit que la honte saine, la honte comme émotion, nous donne des limites, nous donne des frontières. Il dit qu'une personne sans honte saine, c'est comme un pays sans frontières. Or, un enfant, il a besoin de limites, de structures pour se sentir en sécurité. La honte saine, elle nous permet de savoir ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, et ce qu'on devrait faire, encore une fois, pour vivre en harmonie avec notre communauté. Du point de vue de l'évolution, on a vraiment besoin, en fait, de la honte. Pourquoi ? Parce que si on est hors de la tribu, on a beaucoup moins de chances de survivre, tout simplement. La honte toxique, de son côté, c'est la honte qui n'a pas d'autre fonction, en fait, que de nous humilier, et qui, au fil du temps, a pour conséquence l'adoption de la croyance qu'on est une mauvaise personne, qu'on est défectueux, qu'on est une pomme pourrie. Peter Levine, il dit qu'on est un mauvais morceau de viande. Moi, j'aime bien, je préfère la pomme pourrie. Je sais pas pourquoi. Version végétarienne du mauvais morceau de viande. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment un enfant plein de force de vie, plein de spontanéité, d'innocence, en vient à être une personne ancrée dans la honte ? John Bradshaw, il parle beaucoup en anglais, on dit « shame-based person ». Donc on va traduire en français par une personne ancrée dans la honte. Ici, je trouve que les travaux de Lawrence Heller, qui est à l'origine du NARM, le NARM c'est une modalité de thérapie qui travaille beaucoup avec l'attachement, je trouve que ces travaux sont très intéressants. Je cite un passage de son livre, « Les traumatismes du développement ». Il nous dit « C'est en nous adaptant à notre environnement que nous survivons. À la base, toutes les stratégies adaptatives qui nous ont permis de survivre, loin d'être pathologiques, peuvent être considérées comme des réussites. Toutefois, ces adaptations et accommodations qui nous ont temporairement protégés peuvent s'avérer limitantes dans nos vies adultes. Une façon de vivre fondée sur des adaptations acquises dans l'enfance va restreindre notre capacité à répondre de façon appropriée et créative aux nombreuses épreuves de notre vie adulte. Les stratégies qui, dans l'enfance, nous ont aidés à survivre, finissent par se transformer en postulats rigides portant sur qui nous sommes et sur ce qu'est le monde. Nos croyances à propos de nous-mêmes et du monde, ainsi que les schémas physiologiques qui leur sont associés, se cristallisent sous forme d'un sentiment global de qui nous sommes. Nous finissons par considérer que tout cela constitue notre véritable identité. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'on confond en fait nos stratégies d'adaptation avec notre identité. Gabor Maté en parle aussi beaucoup de cet amalgame. Et puis un peu plus avant dans le livre, quelques lignes ici aussi, il nous dit, Lawrence Heller, chacun des modes adaptatifs de survie est sous-tendu par des identifications fondées sur la honte, identifications qui se sont développées afin de donner un sens au manquement de l'environnement subi dans l'enfance. Donc là, il nous parle du fameux narcissisme primaire de l'enfant, qui n'a rien à voir avec le narcissisme. Hein. Ça décrit juste le fait que l'enfant, il explique tout le monde à travers lui. Donc si je suis dans un mauvais environnement, pour lui, c'est pas possible. C'est je suis un mauvais enfant dans un bon environnement. Et ça, c'est très adaptatif. On le verra. John Bradshaw, il nous dit aussi, quand on est enfant, on cherche l'amour dans les yeux de nos parents. Le regard d'amour qu'on voit dans nos parents nous reflète qui nous sommes et vient nous dire « t'es digne d'être aimé ». C'est à partir de ce miroir que notre sentiment d'identité se construit. Malheureusement, le miroir, il n'est pas toujours exact. Les enfants, ils sont très bien conscients des parts d'eux qui sont acceptées et qui sont aimées et des parts qui ne le sont pas. Et cette acceptation ou non-acceptation pleine et entière de ce qu'est l'enfant, ça c'est le résultat, bien sûr, des propres traumatismes des parents, de leur honte à eux, des parts d'eux qui n'ont jamais été acceptées, qui n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais été soutenues. Et s'ils n'ont pas fait le travail, les parents, avec leurs parts à eux, leurs propres blessures, ça peut être beaucoup trop confrontant d'accueillir ces parts-là, spécifiquement chez leur enfant. Tout ça, ça se joue en immense partie au niveau subconscient. La honte, elle est passée vraiment de génération en génération dans les systèmes familiaux.
Et bien sûr, il y a aussi les parents qui ont fait ou qui font ce travail. Peut-être que c'est toi qui m'écoutes, que c'est vous qui m'écoutez, et qui sont volontaires pour aller regarder à l'intérieur et guérir leur honte. Et si c'est toi, je veux vraiment te célébrer parce que je crois que c'est une des choses les plus difficiles à faire. C'est une des choses pour lesquelles on se confronte à énormément de résistance, que ce soit consciente ou inconsciente d'ailleurs. Donc, je veux saluer ton courage pour le travail que tu fais. Et si tu l'as pas encore commencé de façon intentionnelle avec la honte, je veux saluer ton courage juste déjà d'écouter cet épisode. Parce que je sais, moi ça m'a mis beaucoup de temps à arriver à ce sujet de la honte, donc ça peut mettre un petit peu de temps. Mais si tu écoutes cet épisode, c'est déjà que tu es sur le chemin. Donc bravo. John Bradshaw, il nous parle de cette transmission de génération en génération de la honte. Il nous dit la honte toxique est multigénérationnelle. Elle se transmet d'une génération à l'autre. Les personnes qui éprouvent de la honte rencontrent d'autres personnes qui éprouvent de la honte et se marient. Et comme chaque membre du couple porte de la honte dans son propre système familial, leur mariage sera ancré dans un noyau de honte. Il en résultera principalement un manque d'intimité, parce que c'est difficile de laisser quelqu'un s'approcher de soi si on se sent fondamentalement déficient, imparfait en tant qu'être humain. Et il nous dit les couples fondés sur la honte entretiennent le manque d'intimité par une mauvaise communication, des disputes improductives, des jeux, la manipulation, la recherche du contrôle, le repli sur soi, le blâme et la confluence. La confluence, c'est l'accord de ne jamais être en désaccord. La confluence, ça crée cette pseudo-intimité. On est d'accord qu'on est toujours d'accord. Donc on voit effectivement cette reproduction dans les schémas familiaux. Si ça t'intéresse particulièrement, les schémas familiaux, va écouter l'épisode 30 sur les relations, j'en parle en détail dans cet épisode. Je reviens au miroir dont nous parle John Bradshaw. À l'âge adulte, on se verra comme nos parents nous ont vus et nous ont regardés. Si on n'a pas été vu, s'il y avait un manque d'intimité émotionnelle, un manque de vraie présence, à l'âge adulte, le contact visuel devient terrifiant. On scrute les visages à la recherche des moindres micro-gestes de rejet parce qu'on s'attend à ce que les autres nous renvoient la même image. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître quand je parle de scanner les micro-gestes et les expressions des personnes. On a tellement peur de la désapprobation, du rejet ou même de l'indifférence dans le regard de l'autre. Et en même temps, on ne peut pas recevoir un regard qui est aimant parce qu'on a tellement honte de nous. Donc on évite le regard des autres. Parce qu'on n'est pas en capacité de recevoir de l'amour. Et je parle de l'amour au sens très large. Même un geste bienveillant, un compliment sincère. Tout ça, ça vient activer la honte à l'intérieur de nous. Et ça a du sens, puisque au plus profond de nous, on a la croyance qu'on est une pomme pourrie. Qui pourrait aimer une personne comme moi, qui est pourrie de l'intérieur? Ça peut sembler fort ou rude ce que je dis, mais c'est ça qui se passe au niveau subconscient en tout cas. Et l'image du miroir et le contact visuel, c'est une métaphore, mais c'est aussi, au sens littéral, le contact visuel, un véritable indice pour savoir si on porte de la honte à l'intérieur de nous. Moi, avant de commencer ce travail, j'ai dit que j'avais mis du temps à venir à la honte. Je ne pouvais pas regarder quelqu'un dans les yeux. Parfois encore, c'est difficile de soutenir un regard un petit peu plus longtemps. Parce que je ne suis pas libérée de toutes les couches de honte. Il y a plein de parts de moi encore qui portent de la honte. C'est un long travail. J'avais jamais fait le rapprochement avant de commencer à travailler avec la honte, entre cette incapacité à regarder quelqu'un et à être regardée aussi. J'avais toujours l'impression qu'on me transperçait, qu'on me voyait à l'intérieur de moi. Je pouvais pas être vue au sens littéral, c'était insoutenable. Et je pouvais pas du coup être avec quelqu'un, vous savez, ces personnes qui ont une vraie présence, qui vous demandent vraiment comment ça va, qui vous regardent vraiment. C'est magnifique ces personnes-là. Mais moi, encore une fois, j'avais l'impression que c'était un coup d'épée, quoi, qu'on me transperçait du regard, que la personne, elle voyait mes plus noirs secrets. C'était terrible. Mais j'avais jamais porté à la conscience la peur d'être rejetée, abandonnée, de pas être aimée. Tout ça, c'était très enfoui, protégé par plein de parts protectrices. Et chez moi, les parts protectrices spécifiquement, c'était des parts qui, se manifestaient en performant, en étant la meilleure, en osant faire ce que la plupart des gens n'osaient pas faire, en prenant les devants. Et je remercie ces parts de moi parce qu'elles m'ont permis d'atteindre mes objectifs à plein d'endroits, d'atteindre peut-être même, on peut dire, des sommets à plein d'endroits, de bâtir un de mes empires, de construire ce que j'ai envie de construire et de vivre vraiment de très belles choses. Mais derrière, tout était enraciné dans la honte. Et c'est un véritable processus, encore en cours aujourd'hui pour moi.
je crois bien avancé maintenant, mais de venir détricoter tout ça. Et ça implique une honnêteté radicale envers moi-même, de me demander très régulièrement pourquoi, avec quelle intention je fais les choses. Est-ce qu'il y a de la honte derrière ou pas? Et si la réponse elle est oui, eh ben de venir voir ce qu'il y a à cet endroit-là. Maintenant, je vais mettre en lien la honte avec l'attachement, parce que John Bradshaw fait ce lien et c'est très intéressant, je trouve. Pour simplifier notre discours, on va dire qu'il y a 2 stades de développement. Je ne vais pas dans la nuance des stades de développement de l'enfant ici, parce qu'il y a tellement de modèles différents que ça nous prendrait tout l'épisode. Et juste pour faire un état de lieu, et puis on resterait en surface. Donc je ne vais pas aller là-dedans. Disons qu'il y a 2 stades de développement. D'abord, il y a l'attachement, la confiance. Okay, donc attachement. Et ensuite, il y a l'autonomie. Très simple. Donc première phase, l'attachement, la confiance. Premièrement, l'enfant il développe un sentiment de confiance. Le monde est un bel endroit, mes besoins sont satisfaits. Ça, c'est s'il y a un attachement sécure. S'il n'y a pas un attachement sécure, okay, parce qu'il n'y a pas de prévisibilité, l'enfant ne peut pas développer ce sentiment de confiance. Au contraire, il se pose la question, est-ce qu'on va répondre à mes besoins ou pas? Est-ce que je vais être abandonné ou pas? Etc. Je ne vais pas en détail ici sur l'attachement. Je te renvoie à la série sur le sujet qui commence à l'épisode 44, dans lequel je vais vraiment en profondeur dans les types d'attachement. Donc si c'est un sujet que tu n'as pas encore exploré, je te le conseille vivement. Et je ne vais pas l'ouvrir plus que ça ici. La honte, elle peut déjà se développer à ce stade. Donc vous voyez, très très tôt dans la vie. Parce que quand on y pense... John Bradshaw nous dit « on donne du temps à ce qu'on aime ». Si mon parent ne me donne pas de temps, comment est-ce que je vais me sentir aimée? Et un enfant, un nourrisson même dont les besoins ne sont pas remplis ou ne sont pas remplis de façon constante et prévisible, et ce, malgré le fait qu'il s'exprime, malgré ses protestations, à un moment donné, va se couper de ses besoins. Et ça donne des personnes très peu, voire pas du tout, en lien avec leurs propres besoins, qui s'occupent des autres pour trouver le lien qu'elles n'ont pas eu. Laurence Heller, il les décrit, ces personnes-là, dans son ce qu'il appelle le 2e mode de survie, que lui, il appelle syntonie. Et il affirme que ce type de personne est surreprésenté dans les métiers de soins, notamment la psychothérapie, les personnes dans le social, tous les métiers qui émergent maintenant aussi, thérapeute, coach, naturopathe, etc. Ces personnes-là, à cause de l'absence de connexion à leurs besoins, sont de super candidates pour le burn-out aussi. Donc c'est des personnes qui s'occupent tout le temps des autres pour trouver le lien et complètement coupées de leurs besoins de l'autre côté. Donc je crois que peut-être voilà une partie de l'explication pourquoi il y a tant de burn-out chez les thérapeutes. Je vais pas ouvrir ce sujet-là, j'ai digressé un peu, mais je pense que c'était un point important. 2e stade, l'autonomie. L'enfant apprend à dire non, c'est ce qu'on appelle aussi le terrible two, vers 2 ans à peu près. Et John Bradshaw, il nous dit, c'est très dangereux dans ce stade-là d'être empêché, voire d'être humilié. Expliquons pourquoi, et on va se pencher pour expliquer pourquoi ça, sur le lien entre honte et addiction. Ce qui est aussi ancré dans la honte toxique, c'est toutes les addictions aux substances, à l'alcool, au sexe, à la nourriture, à certaines émotions comme la rage. Gabor Maté, il a exploré ce sujet en profondeur dans son livre qui s'appelle In the Realm of Hungry Ghosts, que je vous conseille, qui est traduit en français mais très difficile à trouver en français. C'est quand il travaillait à Vancouver en fait. Il a travaillé à Vancouver qui a une des plus grandes concentrations de personnes en proie aux drogues en Amérique du Nord. Et Gabor Maté, il a découvert que toutes les personnes à qui il avait affaire, qu'il traitait, avaient été victimes d'abus, de négligence ou d'abandon. Et ce qu'il a découvert aussi dans le processus, c'est que la guérison d'une addiction, qu'elle soit chimique comme la drogue, l'alcool, ou qu'elle soit comportementale comme le jeu, le sexe, la nourriture, ça ne sera pas durable, il n'y aura pas de processus de guérison durable d'une addiction si ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire la douleur et la honte, ne sont pas adressés et ne sont pas guéris. L'addiction, elle a un rôle. Et ce rôle, c'est d'éteindre temporairement, en tout cas, cette souffrance, de porter toute cette toxicité qu'on a internalisée à l'intérieur de nous. De le faire pendant au moins un moment, parce que c'est tellement insupportable. Et je reviens ici à la différenciation cruciale qu'on a fait au début entre honte saine et honte toxique. Dans l'addiction, il n'y a que de la honte toxique. Il n'y a pas de honte saine. Or, la honte saine, elle nous permet de connaître nos limites. Dans l'addiction, il n'y a pas de limite, on ne peut pas s'arrêter. Sinon, on le ferait. La substance, la nourriture, le sexe, c'est pas le problème. C'est la solution. Alors, c'est quoi le lien avec le 2e stade de développement de l'enfant? Quand on est dans une addiction, on ne peut pas dire non. Or, c'est durant ce stade de l'autonomie,
dans le deuxième stade, qu'on apprend à dire non, que l'enfant il teste ses limites, qu'il cherche les frontières. Dans ce processus-là d'autonomisation, de séparation, l'enfant il a besoin que ses parents ils soient là, il a besoin de discipline, bien sûr, de honte saine, de savoir où sont ses limites. Et en même temps, les enfants ils doivent avoir le privilège de dire non. Donc c'est les deux. Ils ont besoin que leurs limites soient respectées et ils ont besoin d'une structure de base dans laquelle ils peuvent se mouvoir en se sentant en sécurité. Or, John Bradshaw, il nous dit, souvent on peut voir ces deux schémas, soit ne grandis pas, soit ne sois pas un enfant. Ne grandis pas, c'est le parent possessif parce qu'il a besoin de ses enfants, il utilise ses enfants pour se réguler, ou le parent qui a peur tout le temps, fais pas ci, tu vas tomber, va pas dans l'eau, tu vas mouiller tes chaussures, ta. Ou, de l'autre côté, ne sois pas un enfant, ça c'est le scénario où il n'y a pas de structure, le message c'est grandis vite pour que j'ai pas à m'occuper de toi. Et surtout, nous dit John Bradshaw, l'enfant doit avoir le droit à l'erreur. Il nous dit, quand on n'a pas le droit à l'erreur, c'est une vie sans grâce. Je vais la répéter cette phrase parce qu'elle me touche énormément. Quand on n'a pas le droit à l'erreur, c'est une vie sans grâce. Elle me touche énormément cette phrase parce que j'ai vraiment le sentiment qu'elle résume l'entièreté de mon expérience d'enfance. C'est un foyer où on n'avait pas le droit à l'erreur. On devait marcher sur des œufs en permanence. Et ensuite, effectivement, commence une vie sans grâce. Une vie où il n'y a pas de place pour s'autoriser à traverser les situations avec compassion, en se donnant du temps, en se donnant de l'espace, pendant, après, pour se laisser revenir en fait à un endroit de sécurité. C'est une vie sans spontanéité aussi. Il n'y a pas la place pour les élans du cœur. Il n'y a pas la confiance qu'on prendra soin de nous. Il n'y a pas de confiance en nous pour prendre soin de nous. Une vie sans grâce. C'est exactement ça. John Bradshaw, il dit que les parents doivent cesser d'agir de façon éhontée. La racine du mot est super intéressante, il y a la honte. Agir de façon éhontée. Et ils doivent commencer à reconnaître qu'eux aussi font des erreurs. Mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne sont pas en contact avec leur honte saine. La honte saine, elle dit... Je sais que j'ai besoin d'aide, je sais que je suis limitée, je sais que je ne peux pas répondre à tous mes besoins. En tant qu'être humain, on a énormément de besoins qui sont remplis en lien avec les autres. Et dire le contraire, ce serait juste faux. Il y a de l'humilité dans la honte saine. C'est une source d'apprentissage, c'est une source de créativité, c'est admettre que je ne sais pas tout. Si je sais tout, je ne peux pas apprendre, je ne peux pas être créatif. Quand je prononce ces mots, je pense toujours à ma grand-mère maternelle, par exemple, qui préférait mourir plutôt que d'admettre qu'elle a fait une erreur. Et effectivement, elle ne peut pas admettre ses erreurs, parce qu'admettre ses erreurs, ce serait reconnaître qu'elle est limitée, qu'elle est humaine. Ce serait être au contact de la honte saine. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de honte saine, il n'y a que de la honte toxique. Donc c'est un danger d'être en contact avec cette honte toxique. Pourquoi ? Parce que c'est son histoire. Elle a une histoire de nombreux grands-parents qui ont été placés à la campagne juste après la guerre, quand elle était petite, quelque chose de tout à fait normal à l'époque, mais qui a certainement été vécu comme un abandon. Une petite fille de 3 ans, comment est-ce qu'elle peut comprendre autrement ? Mes parents m'abandonnent ici, chez des cousins éloignés que je connais à peine. Comment est-ce qu'elle aurait pu le vivre autrement ? Mais si je lui en parle, elle va changer de sujet. C'est un non-sujet. Et ici, ça fait penser à ce qu'écrit Alice Miller. Elle nous dit « Lorsque des personnes émotionnellement abandonnées décrivent leur enfance, c'est toujours sans émotion. Elles racontent leurs premiers souvenirs sans aucune sympathie pour l'enfant qu'elles ont été. Très souvent, elles font preuve de dédain et d'ironie, voire de dérision et de cynisme. En général, il y a une absence totale de compréhension émotionnelle réelle ou d'appréciation sérieuse des vicissitudes de leur propre enfance et aucune conception de leurs véritables besoins, au-delà du besoin d'accomplissement. L'intériorisation du drame originel a été si complète que l'illusion d'une bonne enfance peut être maintenue. » Je vais redire cette dernière phrase. L'intériorisation du drame originel a été si complète que l'illusion d'une bonne enfance peut être maintenue. Ça rappelle aussi les personnes qui, encore à l'âge adulte, justifient les manquements de leurs parents. C'est le mécanisme d'inversion que décrit très bien Larry Heller et qui est encore à l'œuvre même des années après. Il nous dit « Vu leur impossibilité de comprendre que c'est leur environnement qui est inadéquat, ils vont intérioriser, donc les enfants, vont intérioriser les manquements de leur environnement et les endosser comme s'il s'agissait de leurs propres manquements. En réaction au fait que ceux qui ont la charge ne satisfont pas leurs besoins, les enfants vont ressentir à des degrés divers colère, honte, culpabilité et effondrement physiologique. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'enfant il ne peut pas donner du sens à un environnement qui est inapproprié. Et donc l'explication c'est je prends la charge sur moi.
Je veux préciser ici, disclaimer, il n'y a jamais de jugement dans ce que je dis. Je crois que la réalisation que mes parents étaient défaillants, ça a été le moment le plus difficile sur mon chemin de guérison. Et il est arrivé tard, ce moment-là. Il y a eu plein de micro-moments en réalité. Mais ça a été très très difficile. Et après, c'était le next step, c'est de reconnaître, oui, ces défaillances, en grande partie, c'est pas leur faute, mais la responsabilité pleine et entière de ces défaillances, elle est bien à eux. Et ça n'empêche pas toutes les conséquences qu'il y a eu sur mon développement, à moi. Et si je reconnais pas ces défaillances, je reste dans ce mécanisme inversé où il y a quelque chose qui va pas avec moi. Je reste dans la honte toxique. Donc amener de la lumière sur les manquements de notre environnement, c'est la première étape et elle est cruciale. Ce travail de conscience et ce travail en profondeur avec la honte toxique, c'est un travail qu'on mène dans mon programme Arise. Il y a 2 séances de groupe entières sur ce sujet de la honte toxique parce qu'il est tellement important, il vient faire bouger et puis activer tellement de choses à l'intérieur de nous. Voilà pour cette première partie sur la honte toxique et justement parce que ce sujet peut venir activer plein de choses à l'intérieur de nous, on va titrer l'expérience, on prend des petits morceaux d'expérience. Avec le trauma, c'est toujours mieux d'en faire pas assez que trop. Donc on s'arrête ici et je me réjouis de te retrouver pour la partie numéro 2 très vite.